le thème de cette 8e édition, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté, suggère de regarder la réalité du continent en face. Expansion du terrorisme, conflits inter- et intra-étatiques, recrudescence des coups d'État, ingérence politico-militaire étrangère et effets combinés des changements climatiques, de la pandémie Covid-19 et conséquences de la guerre en Ukraine. Force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. En posant la problématique des chocs exogènes, nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Il en est ainsi des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui ont fait l'objet d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine en mai dernier. Quelle qu'en soit la forme, ces pratiques ne sont pas acceptables. Elles ne peuvent servir de remède à nos maux. Au contraire, elles les aggravent et nous retardent sur le chemin du développement. S'agissant du terrorisme en Afrique, ces multiples connexions avec l'extérieur en font une partie intégrante du terrorisme international. Si le continent est devenu aujourd'hui un des épicentres, sinon l'épicentre du terrorisme international, c'est bien parce que ce fléau est alimenté par plusieurs facteurs. D'abord, la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers illicites et autres trafics, et la participation de combattants étrangers sur le continent africain. Aujourd'hui, des États sont menacés jusque dans leur existence. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes restent réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Comment d'ailleurs maintenir la paix quand elle-même, elle n'est pas rétablie? Voilà. C'est pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Et comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale cette année, le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement,
il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres, et il finira par perdre la crédibilité et la légitimité attachée à son autorité. Je salue à ce sujet la position éclairée de sa sainteté, le pape François. Dans son récent livre intitulé « Je vous demande au nom de Dieu 10 prières pour un futur d'espérance », le Saint-Père constate avec justesse que le multilatéralisme tel qu'il fonctionne ne répond plus aux nouvelles réalités et prône des réformes pour faire retrouver aux organisations internationales leur vocation primordiale de servir la famille humaine. Fin de citation. Il faut espérer que le Conseil consultatif de haut niveau sur le multilatéralisme efficace mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, fera œuvre utile en examinant des problématiques majeures telles que la paix, la sécurité, le climat, l'architecture financière internationale et l'espace numérique, entre autres. Cela dit, il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le Fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. Je vais donner l'exemple pour saluer le geste du président Lorenzo et le geste du Sénégal qui, à eux deux, ont contribué chacun pour 1 million d'euros pour permettre le déploiement immédiatement d'une force africaine au niveau de la RDC et du Rwanda, force d'interposition. C'est un exemple, mais cet exemple doit être multiplié à l'échelle africaine pour que d'abord nous fassions les efforts internes de mobilisation avant de demander l'appui de nos partenaires extérieurs. Je suis convaincu que l'Afrique a encore quelques capacités pour mobiliser un minimum de ressources pour financer la paix sur le continent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la menace à la paix et à la stabilité réside également dans la crise économique profonde qui secoue le monde. Des millions de personnes n'arrivent plus à supporter le coût de la vie et d'autres basculent dans l'extrême pauvreté, sans espoir d'un lendemain meilleur. Ces circonstances exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles. Ainsi, afin de soutenir les ménages et les entreprises, nombre de pays développés ont, et à juste titre, passé outre les règles jusque-là tabous en matière de limitation des subventions, de ratios d'endettement et de seuil du déficit budgétaire. Dans la même logique de protection des ménages et des entreprises, nos pays, africains en particulier, ont également déployé des plans de résilience économique et sociale. À titre d'exemple, mais je passerai très rapidement sur le cas du Sénégal avec son plan de riposte sanitaire, économique et sociale, dans le contexte de la pandémie qui a dépensé plus de 2 milliards de dollars en soutien à l'économie et aux familles. Aujourd'hui, nous devons travailler sur des subventions pour contenir la flambée des prix du pétrole en particulier, les coûts de l'électricité, du gaz, mais aussi nous avons ici au Sénégal procédé à une renonciation par l'État à d'importantes recettes fiscales pour éviter une hausse non contrôlée des produits de première nécessité. La revalorisation des salaires dans l'administration, les transferts financiers pour des familles très modestes, etc., etc. Nous avons également lancé des concertations présentement, des concertations nationales
afin d'envisager des mesures additionnelles de lutte contre la vie chère. Mais pour des économies structurellement faibles, comme les nôtres, et dépourvues de mécanismes financiers d'amortissement des chocs, les efforts internes restent naturellement insuffisants. Surtout que la situation s'est détériorée avec les graves menaces qui pèsent désormais sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et ceci à cause de la pénurie de l'engrais et du renchérissement considérable du prix des fertilisants. J'ai fait un plaidoyer auprès de nos partenaires pour leur dire que s'il est vrai que l'Afrique importe encore du blé d'Ukraine, de Russie et d'ailleurs, la production agricole africaine est encore plus importante que ces importations. Donc pour nous, le plus important, c'est moins les graines, le blé qu'on importe, que les intrants, notamment les fertilisants, l'engrais, pour assurer la continuité de la production africaine sur le continent. Puisque là, nous avons la production de riz, du mil, du maïs, du sésame, de toutes les cultures vivrières, commerciales, comme l'arachide au Sénégal, le coton et autres. Donc la question de l'accès aux engrais est une question fondamentale pour le continent africain. C'est pourquoi, dans notre plaidoyer, après la première émission des droits de tirage spéciaux, au mois d'août 2021, l'Afrique continue de plaider pour la réallocation partielle de DTS des pays développés aux pays en développement éligibles. Nous avons eu l'adhésion d'un certain nombre de pays que je salue. La France, la Chine, les États-Unis ont donné également leur accord. Mais depuis 1 an et demi, l'Afrique n'arrive pas à être entendue sur la mobilisation de cette réallocation pour nous permettre justement de faire face à cette crise multiforme et qui a une conséquence directe sur la stabilité du continent et sur sa sécurité. Nous avons mis en place, du moins le G20 a mis en place une initiative de suspension du service de la dette. Mais je rappelle que la réallocation de DTS, ce ne sont pas des dons, mais ce sont des prêts sous forme de liquidité que des pays détenteurs de ces droits allouent volontairement aux pays qui en ont besoin. Je pense que c'est une solidarité internationale que nous demandons à nos partenaires développés. Quant à l'initiative du G20 sur la suspension des intérêts de la dette, nous constatons là aussi que le mécanisme est grippé. Pourquoi il est grippé? Puisqu'il est grippé simplement parce qu'il s'agit d'une suspension temporaire, on a dit, du paiement dû au titre du service de la dette publique bilatérale, afin de permettre aux pays bénéficiaires, donc très affectés, de consacrer les ressources initialement prévues pour payer le service de la dette au financement de dépenses de résilience sanitaire, économique et sociale, mais aussi aux dépenses de sécurité. Et il faut reconnaître et remercier les pays partenaires qui ont effectivement participé à la mise en œuvre de cette initiative. Mais pour l'essentiel, l'initiative ne mobilise pas encore suffisamment de pays créanciers pour produire les effets escomptés. Pire, alors qu'il s'agit d'un mécanisme officiel du G20, agréé de façon consensuelle et transparente par l'instance habilitée, cette initiative suscite la défiance parce que tout pays en développement qui sollicite le bénéfice voit immédiatement sa note dégradée, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus accéder au marché du crédit ou qu'il paiera des taux d'intérêt autrement plus élevés. Ça, c'est le débat que j'ai lancé avec les agences de notation. C'est un mécanisme officiel du G20. Dès qu'un pays veut solliciter le bénéfice, votre note est dégradée. Donc c'est un problème.
Ainsi, ce qui était censé être un cercle vertueux de solidarité se transforme en un cercle vicieux. Tout se passe comme s'il y avait une supra-gouvernance qui régule et censure les institutions internationales. C'est l'une des incohérences de la gouvernance mondiale que nos pays ne cessent de dénoncer. Alors, le dernier volet que je voudrais aborder concerne les dérives du numérique, qui constituent aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Menaces d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont diffuses et protéiformes. Ainsi, à la cybercriminalité classique s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux, devenue une fabrique massive de fake news et de manipulation. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression. Au demeurant, droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, au droit et à la dignité d'autrui, ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est dire qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. C'est la vocation de l'école de cybersécurité à vocation régionale qui est un produit du Forum de Dakar. Nous l'avons mise en place avec la France et c'est une école à vocation régionale, comme je l'ai dit, qui travaille pour former des experts dans ce domaine. D'ailleurs, les insulteurs publics savent très bien qu'ils sont retrouvés immédiatement aujourd'hui et traduits devant la justice. Dans le même esprit, il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour en limiter les abus. Il n'est pas question de remettre en cause quelque liberté que ce soit. On parle de limiter les abus qui sont des facteurs de promotion de la violence et de la haine dans nos pays. J'invite le Forum à réfléchir sur cette problématique urgente. Je voudrais pour terminer féliciter Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ensemble de ses directeurs et personnels, le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, leurs équipes et les partenaires du Forum qui nous accompagnent depuis quelques années, non seulement les pays partenaires qui contribuent au financement, mais aussi tous ces prestataires qui sont devenus familiers de ce forum. Et surtout, en tout cas, je vous exprime ma satisfaction et tout le plaisir que j'ai à constater la bonne organisation de cette 8e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité, dont je déclare maintenant ouvert les travaux. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours riche, instructif et puis surtout inspirant, qui lance donc officiellement les travaux de ce forum.